Plus j'investis en publicité et plus chaque nouveau client acquis par ce canal publicitaire me coûte cher. J'ai du mal à croître, j'ai du mal à dépenser plus pour aller chercher plus de volume tout en restant rentable. Ce phénomène d'augmentation des budgets pour aller chercher plus de volume, qu'on appelle la scalabilité, est un phénomène qu'il faut décortiquer, qu'il faut comprendre pour adapter, pour modéliser une stratégie la plus performante possible. Le phénomène qu'on rencontre, c'est le phénomène des rendements décroissants. Plus j'augmente l'intensité de mes investissements, plus chaque euro investi me rapporte de moins en moins jusqu'à atteindre un plafond. Dans cette vidéo, je vais vous donner l'ensemble des analytiques à étudier, les phénomènes que vous pouvez rencontrer, la raison pour laquelle on rencontre ces phénomènes et comment vous devriez l'adapter pour votre propre e-commerce. Je vais utiliser un cas concret d'un de nos clients. Je vais vous expliquer tel que je devrais leur expliquer comment débloquer la situation pour aller chercher plus de croissance, mais avoir une compréhension fine, une compréhension maîtrisée de la stratégie financière. Bonjour, je suis Guillaume Grelet, cofondateur de l'agence Station X. Station X est une agence de marketing digital spécialisée dans l'acquisition de nouveaux clients. Plus de 200 marques nous ont fait confiance et nous font confiance pour les accompagner dans leur croissance sur le digital. Si vous êtes fondateur, responsable d'une entreprise de service et vous souhaitez dépenser entre 1 000 et 10 000 euros de budget publicitaire par mois sur les plateformes telles que Google ou Meta, ou que vous êtes en e-commerce et que vous souhaitez dépenser plus de 3 000 euros par mois sur les plateformes publicité pour aller chercher de la croissance, contactez-nous. Il faut savoir qu'en publicité en ligne, et notamment évidemment en e-commerce, quand on monte un budget publicitaire, c'est-à-dire quand on scale les budgets, eh bien nous avons un phénomène de rendement décroissant. Ce qui signifie que plus on va investir, plus chaque euro investi va être moins performant. C'est la raison pour laquelle monter les budgets publicitaires va avoir tendance à réduire les Return on Ad Spend, c'est-à-dire les ROAS. C'est la raison pour laquelle monter les budgets publicitaires tout en tenant des ROAS élevés n'est pas possible. Voilà ce qu'est qu'une courbe à rendement décroissant. On voit que plus on va monter l'investissement, plus la courbe va s'aplatir pour, à la fin, se rendre compte que plus on va investir, plus chaque euro investi en fait, n'a aucune utilité sur notre croissance. Lorsqu'on a une règle d'investissement qui, ici, finalement, est une règle à 17% du chiffre d'affaires, je fais 1 000 euros de chiffre d'affaires, je m'autorise à dépenser 17%. En réalité, un investissement de 17% sur le chiffre d'affaires réalisé, eh bien, ça nous oblige à avoir un ROAS de 5,9. Okay ? Ce qui veut dire que lorsqu'on souhaite investir davantage, eh bien, lorsque je n'obtiens pas un ROAS de 5,9, avec notre règle de 17%, eh bien, je suis limité. Puisque lorsque j'augmente les budgets publicitaires sur certains canaux, eh bien, je vais avoir une cassure. Je ne peux plus dépenser davantage, puisque dépenser davantage va faire fondre mes ROAS. Alors, pour comprendre pourquoi on a ce phénomène de chaque part de marché, chaque part de visibilité, chaque part d'impression supplémentaire coûte de plus en plus cher. Je vais te montrer ça sur 3 cas de figure. Prenons le premier cas de figure. Sur Facebook, sur Meta Ads, on va prendre par exemple cette cible, le noyau qui va coûter le moins cher à toucher et donc obtenir des conversions les plus faibles. Ce premier noyau, par exemple, ça peut être le retargeting. Évidemment, retoucher des users qui nous connaissent déjà, qui sont déjà clients chez nous ou des prospects chauds, il est évident qu'on va devoir toucher moins de ces gens-là pour générer une conversion. On va avoir des taux de transformation très élevés sur une audience qui nous fait déjà confiance. Nous allons donc avoir besoin de peu de budget pour avoir des conversions derrière. Plus on va s'écarter de ce rond, plus on va devoir toucher davantage de gens parce qu'on va baisser nos taux de transfo. Le rond supplémentaire, le cercle supplémentaire, ce sont des gens qui ne sont pas du retargeting, qui ne nous connaissent pas forcément, mais qui par contre sont des intentionnistes d'achat. Ils ont pour projet d'acheter une eau de parfum, un parfum, bref, un produit qu'on pourrait leur proposer. D'accord ? Ils sont acheteurs. Ils sont à 2 doigts d'acheter. Il est évident que quand on vient toucher une cible comme celle-ci, eh bien, on a besoin encore une fois d'en toucher finalement assez peu pour générer de la conversion.
Mais ce cercle, évidemment, sa taille est limitée. Et on va rentrer toujours dans un phénomène comme ça. Chaque rond supplémentaire, finalement, c'est un rond, c'est un cercle qui nous amène à un taux de probabilité de conversion de plus en plus faible. Donc ça, on a le premier cas de figure sur Facebook, c'est ça le mécanisme. Plus on va s'écarter du taux de probabilité élevé que quelqu'un achète, plus on va devoir dépenser davantage pour aller générer de la conversion. Deuxième cas, prenons le cas de Google Ads en search. On va avoir à peu près déjà le même phénomène. Premier phénomène, sur tout ce qui va être requête clé, extrêmement précise, prenant par exemple la requête, alors, je pense qu'elle n'existe pas, mais imaginons, acheter eau de parfum immédiatement. Bon, la requête, elle est extrêmement claire, elle est extrêmement précise, elle est très transformationnelle. On va devoir finalement toucher très peu de gens, puisqu'ils sont extrêmement chauds, pour générer des conversions. C'est ce qui va signifier, c'est ce qui va refléter ici finalement, le rond le plus précis, le plus efficace. Plus on va s'écarter de ces requêtes, plus on va s'éloigner de la volonté d'achat immédiat, de la clarté sur le produit qu'on souhaite acheter, eh bien, plus on va avoir besoin de toucher plus de gens pour générer des conversions. Et en fait, encore une fois, plus on va vouloir toucher une audience large, c'est-à-dire la capacité de toucher des gens, de scaler, plus on va avoir besoin de toucher plein de gens parce qu'on va avoir des taux de transfo qui baissent. On peut avoir un autre phénomène qui est plus particulier à Google Shopping, c'est le phénomène du produit efficace. Ici, dans notre phénomène, c'est que finalement, on a par exemple un certain nombre de produits qui ont le haut taux de transfo. Par exemple, on peut avoir un produit similaire par exemple à des concurrents, mais qui va avoir un prix beaucoup plus bas. Encore une fois, là, on a un produit très efficace, un produit qui va transformer très fort. Donc, on va avoir des taux de transformation élevés. Mais plus on va vouloir dépenser de publicité, plus on va devoir aller gratter sur une largeur de catalogue plus élevée, et donc, avec des taux de transfo plus faibles, et donc avoir besoin de toucher plus de gens pour générer des conversions. Ça, on est sur 3 cas qui expliquent pourquoi, en publicité, nous avons ce phénomène de courbe de rendement décroissant. Une image que j'aime beaucoup utiliser pour expliquer ce phénomène de plus je suis gourmand en volume de conversion, dans notre cas ici, plus je suis gourmand sur le volume de clients à aller toucher, donc à aller acquérir, plus chaque client supplémentaire va me coûter cher, j'utilise cette image. Vous rentrez dans un magasin et vous avez besoin de 3 yaourts. Vous arrivez dans un rayon et dans ce rayon, sur le rayon par exemple du plus bas, vous avez 3 yaourts, date courte, ils périment aujourd'hui. Ça tombe bien, vous aviez besoin d'uniquement 3 yaourts et vous comptiez les consommer aujourd'hui. Et ces yaourts sont évidemment moins chers, ils sont en date courte, ils valent 1 €. Sur le rayon du dessus, vous avez des yaourts qui ont 1 semaine de date de péremption et ils sont à 2 €. Alors, si on se satisfait des 3 premiers yaourts, on les prend, on les paye pas cher, on prend les miettes finalement, puis on s'en va. Mais si vous avez besoin par exemple de 6 yaourts au total, une fois que vous avez pris les 3 les moins chers, vous allez devoir prendre sur le rayon du dessus un peu plus cher parce qu'ils ont une date de péremption un peu plus longue. Pour compléter donc vos 6 yaourts, vous avez besoin de prendre les 3 moins chers et les 3 un peu plus chers. Et puis imaginons que vous en avez besoin de 9. Et on a pris les 3 moins chers, les 3 prix moyens. Eh bien, on va devoir aller chercher les autres yaourts dans les dates les plus longues, par exemple, les dates d'1 mois, et ces yaourts sont à 4 €. Ce phénomène-là, c'est exactement le même en publicité. Si je me satisfais de miettes, je peux conserver des rentabilités, des ROAS, finalement, relativement élevées. Plus je vais devoir gonfler mon volume de yaourt, plus je vais devoir gonfler mon volume de conversion, plus je vais devoir gonfler mon volume d'acquisition, plus chaque part va me coûter de plus en plus cher. Et donc, ça pose déjà une première base de décor. Ensuite, parlons des 3 cas de figure de retour sur investissement qui peuvent exister lorsqu'on fait n'importe quel acte d'acquisition, de génération de nouveaux clients, d'acquisition de nouveaux clients, mais qui évidemment est beaucoup plus simple et beaucoup plus frontal à expliquer lorsque on utilise le levier publicitaire. N'oublions pas que le levier publicitaire, c'est quoi? C'est finalement automatiser, robotiser ce que l'on fait depuis la nuit des temps par un humain.
lorsqu'on lorsqu'on a une boîte et qu'on va aller prospecter des clients, c'est un humain qui va prendre de son temps pour aller taper aux portes, téléphoner, bref, faire des actions pour aller toucher des gens. Et puis, un certain nombre de ces gens vont signer un contrat. Quand on fait du contenu organique, fabriquer du contenu, du SEO, du contenu sur les réseaux, peu importe, de la vidéo. Encore une fois, finalement, le coût opérationnel, c'est du temps homme. Et évidemment, la production de ce contenu va pouvoir nous médiatiser, nous toucher de la cible, toucher de l'audience et générer des ventes. Lorsqu'on fait de la publicité, une grande partie du budget investi finalement, eh bien, c'est de payer une machine pour qu'elle aille toucher des gens. Je paye Meta Ads pour aller toucher de l'audience, je paye Google Ads pour aller toucher de l'audience, sans avoir besoin de créer le contenu et avec finalement un temps homme relativement faible par rapport à la quantité d'audience qu'on va aller toucher. Donc, quand on fait de la publicité, finalement, on automatise, on robotise ce principe d'acquisition. Qu'est-ce que c'est que de l'acquisition? Finalement, c'est de l'achat de clients. Le principe de base, il est très simple. Vous avez un prix de vente. Prenons un prix de vente hors taxe. Dans ce prix de vente, vous allez avoir une décomposition en 3 parties. 1, le coût de fabrication du produit. Et quand je parle de coût de fabrication, c'est l'ensemble des coûts de structure d'une société. Les locaux, l'électricité, les fabricants, le temps homme, bref, l'ensemble des coûts qui permettent de fabriquer finalement le produit. Puis ensuite, il vous reste la marge. Ok, j'ai un coût de fabrication de 10, je vais vendre mon produit 20. Une fois que j'ai payé le coût de fabrication, il me reste 10 de marge. Dans cette marge, lorsqu'on fait de l'acquisition, eh bien, on comprend qu'on va devoir laisser une part de cette marge, on va devoir dépenser, consommer une part de cette marge pour acquérir un client. On a donc une décomposition. Un prix de vente égale un coût de production plus un coût d'acquisition plus un morceau de marge. Et dans cette notion d'achat de client, finalement, comme on irait acheter une baguette de pain ou un yaourt, eh bien, on peut être confronté à 3 types de scénarios. Et ces 3 types de scénarios vont dépendre de qu'est-ce qu'on vend, de comment on le vend, de notre méthodologie, de notre stratégie et aussi, évidemment, de notre appétit, de notre gourmandise en termes de volume d'acquisition, en termes de grossissement de chiffre d'affaires, de conquête de parts de marché. Alors, le premier, c'est celui qu'on aime, c'est celui qui permet d'avoir des fortes croissances, même lorsqu'on est limité en termes de trésorerie. Ce scénario, c'est quoi? C'est que j'ai un prix de vente de 10, j'ai un coût de production de 5, et que mon coût d'acquisition client, le prix d'achat de mon client, est inférieur à la marge qu'il me reste. Cette marge restante me revient extrêmement rapidement. Donc en gros, on va prendre un cas simple, je vends mon produit 10, mon coût de fabrication est de 5, mon coût d'acquisition client est de 2,5, il me reste donc 2,5 de marge. Et en gros, quand je vais dépenser mes 2,50 € aujourd'hui, la commande, le gain de client, le paiement de cette commande me revient automatiquement, immédiatement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand je suis dans ce scénario-là, je peux dépenser 2,50 € pour avoir un client, je peux donc dépenser 25 € pour avoir 10 nouveaux clients, 250 € pour avoir 100 nouveaux clients, et ainsi de suite. Et comme j'ai une marge qui me revient immédiatement, finalement, j'ai une machine dans laquelle, quand je mets 2,50 € dans la machine, je ressors 2,50 € de marge supplémentaire immédiatement. J'investis 2,50 €, je fais 5 € de marge, moins les 2,50 €, je fais 2,50 € de gain. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais mettre 2,50 €, je fais de la marge. Donc, si je veux mettre 2,5 millions d'euros d'acquisition aujourd'hui, je vais récupérer une marge dans ma poche de 2,5 millions. Ce qui me permet de réinvestir continuellement et donc d'avoir de la croissance sans être limité par la quantité d'argent que j'ai de disponible. Ça, vous pouvez partir d'un point de départ finalement avec très peu de budget, scaler, continuer à acquérir du client, vous êtes toujours rentable et vous avez toujours de l'argent pour réinvestir. Mais, ce cas-là, d'une part, il est relativement rare parce qu'il va falloir combiner un produit qui laisse beaucoup de marge en pourcentage, c'est un minimum de 50-60% de marge, et il nous faut une marge en valeur qui soit suffisamment importante pour pouvoir systématiquement avoir des coûts d'acquisition clients qui sont plus bas que la marge qui est générée. Donc, il me faut aussi une marge en valeur.
Et quand on a ça, alors ça se trouve quoi? Ça va se trouver sur des produits qui vont être plutôt aux alentours de 80, 100, 150 €, 200 € avec des marges donc supérieures à 50 pour avoir toujours tellement de marge en valeur que je peux passer des états finalement d'efficacité, hein, sur mes ronds. Je peux aller chercher chaque rond supplémentaire. Finalement, oui, je consomme de plus en plus de ma marge, mais en contrepartie, j'ai les volumes. Et donc quand on a ça, eh ben, on a une scalabilité sans problématique de trésorerie quasi infinie, OK? Peut-être qu'on peut trouver une limite dans les ronds extrêmement larges, une audience, finalement, qui ne comptait pas du tout acheter. On va se rapprocher par exemple des publicités de type télévision, où on va toucher massivement du monde avec des taux de transfo extrêmement faibles, des audiences de notoriété. Le deuxième cas de figure, bah, finalement, on est dans le même phénomène, mais on a un problème. Le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va payer le client moins cher que ce qu'il nous rapporte, d'accord? Donc j'ai toujours une marge positive à chaque vente. Le problème, c'est mon délai de retour sur investissement. On va prendre le même scénario, je mets 2,50 €. Effectivement, pour quand je mets 2,50 €, j'ai un nouveau client qui va bien me laisser 2,50 € de marge supplémentaire. Fantastique comme le premier cas. Le seul problème, c'est que ça n'est pas immédiat. C'est-à-dire que quand je mets 2,50 € aujourd'hui, mes 2,50 € plus ma marge de 2,50 € supplémentaire, je vais la récupérer, mais par exemple, dans une semaine. Et le problème, il est que rien que ce cas de figure va me limiter, ma trésorerie va me limiter. Pourquoi? Parce qu'imaginons que je n'ai que 25 € dans la poche de trésorerie. Je vais donc pouvoir investir 25 € aujourd'hui, mais je vais devoir attendre une semaine, puisque mes conversions vont venir dans une semaine. Je vais devoir attendre une semaine pour récupérer mon argent plus ma marge, donc pour pouvoir réinvestir. Ce qui fait que la vitesse de ma croissance va être limitée par ma capacité de trésorerie. Rien que ce cas de figure numéro 2, eh bien, nous met dans un cas de figure où votre croissance est limitée par votre niveau de trésorerie. OK? Donc je ne peux pas démarrer, je peux pas avoir une croissance rapide et très peu de trésorerie. Ça ne marche plus. Le seul cas où je peux avoir une croissance rapide, forte, c'est le premier cas, extrêmement rare. Le troisième cas, et c'est malheureusement le plus commun, et c'est celui dans lequel on se trouve, si on veut obtenir plus de scalabilité, c'est-à-dire toucher plus de gens avec ce phénomène de rendement décroissant. Alors, ce cas-là, ben, c'est simple, il est décortiqué en deux. Mon coût d'acquisition client est égal à 100% de ma marge ou supérieur à la marge que je génère. En gros, dans mon cas de figure de mon produit à 10 €, j'avais 5 € de marge à la base, et mon coût d'acquisition client est de 5 ou plus. Alors là, vous avez bien compris, si quand je mets 5 €, j'ai un client qui me rapporte 5 € de marge, finalement, chaque nouveau client me rapporte 0. Et l'autre cas, évidemment, si je paye 6, bah, en fait, à chaque nouveau client, je perds 1 €. Alors ça, c'est un cas qui est extrêmement répandu, notamment, et on est dans ce cas-là, notamment quand on a des paniers moyens relativement faibles. Mais ce scénario est très utile parce qu'en fait, finalement, on projette sur la lifetime value, sur la LTV. C'est-à-dire, on va perdre de l'argent ou on va pas en gagner sur la première commande, sur la première acquisition du client. Mais lorsque ce client va racheter, va faire un rebuy, 1 fois, 2 fois, 3 fois, là, je vais commencer à faire de la marge, à faire de la croissance rentable. C'est les recommandations, d'accord? Le referral. J'acquiers des clients à marge zéro ou à perte, mais mon produit a une forte capacité, finalement de bouche à oreille. Quand les gens l'achètent, ils en parlent autour d'eux et donc les commandes générées par les amis, les cousins, les connaissances de la personne qui a acheté le produit, bah, vont réacheter et donc ça génère des ventes gratuites. Et évidemment, quand on arrive à combiner les 2, un client qu'on acquiert va racheter et en plus va en parler à ses amis et donc là, on combine les 2. C'est la raison pour laquelle on peut être amené à, ce genre de scénario. Alors, il est évident sur ce phénomène que lorsque j'ai besoin de très peu de yaourt, finalement, je suis très peu gourmand. Même si j'ai des petits paniers moyens, bah, il me suffit finalement d'aller toucher les ronds les plus précis, les plus chauds. J'ai une capacité effectivement à aller acheter des clients moins chers que ce qu'ils me rapportent à leur premier achat. Mais je m'auto-limite en termes de volume, ce qui veut dire que je serai toujours dans ce cas de figure ici, où
mon ROS, mon besoin en termes de rentabilité, me limite dans ma croissance. Je ne peux pas aller chercher les lots supérieurs, d'accord? Parce que les lots supérieurs, c'est des yaourts plus chers et ces yaourts plus chers, si je veux être rentable systématiquement, hein, c'est-à-dire acheter mon client moins cher que ce qu'il me rapporte à son premier achat, je suis obligé de me cantonner aux cercles les plus précis, c'est-à-dire à une audience la plus petite possible.